Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus la possibilité d'arriver à une négociation. Et c'est ça qui fait peur. La position de l'Ukraine, fondamentalement sur les points de droit, ça a été que l'ensemble du territoire ukrainien, donc y compris la Crimée, devrait être libéré. Mais des négociations ont été possibles, elles ne le sont plus. Claude Moniquet, on va faire un petit reset et partons donc des référendums. Quelle valeur ont-ils ? Ils n'ont aucune valeur. Ce sont des référendums qui ont été organisés, qu'on annonce depuis des mois, mais qui ont été organisés de fait en une semaine, dans des régions qui ont été en proie à l'épuration ethnique depuis des années, dont on a chassé les Ukrainiens ethniques, si je peux dire, où il ne reste pratiquement que des Russes et des pro-Russes, et où on nous avertit, où on allait faire voter les gens dehors chez eux, avec des urnes, enfin bon, c'était une vaste comédie. On nous annonce des résultats de 95-99%. Vraiment la soviétique ou à la nord-coréenne, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Mais si on avait fait ce référendum en temps de paix, on peut imaginer quel aurait été le résultat ? Aucune idée, aucun intérêt. Aucun intérêt ? Aucun intérêt, parce que de toute façon, le contexte aurait été différent et ça n'a pas été le cas. Non, aucun intérêt. Certains référendums ont été quand même organisés dans l'histoire récente, que ce soit au Soudan, que ce soit au Kosovo, on en a tenu compte. Des référendums sous la botte de l'armée, dans un territoire occupé dont on a chassé les habitants qui pourraient mal voter, il n'y en a quand même pas eu énormément ces derniers temps. Je ne pense pas qu'on puisse comparer. Bon, alors, puisqu'on est toujours évidemment avec deux langages, le langage russe, le langage occidental, je crois que c'est ça un petit peu le drame de cette affaire. Non, il n'y a pas un langage russe, un langage occidental. Il y a un langage de la force et un langage du droit. Le reste, c'est de la propagande. Le reste, c'est de la propagande. Alors, admettons donc que le référendum vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire rien, en tout cas à nos yeux. Aux yeux de Vladimir Poutine, ce référendum, il a certainement une valeur suffisamment importante pour dire maintenant, le territoire est russe, si vous y touchez, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait, c'est pas à nous de faire, c'est aux Ukrainiens de faire. Ils l'ont annoncé. Poutine a déclaré très gentiment et avec beaucoup de générosité qu'il était prêt à négocier, mais pas sur les 4 régions qu'il venait d'annexer. Les Ukrainiens l'ont répondu immédiatement, mais la réponse était attendue tout autant que le résultat du référendum du côté russe, qu'ils ne négocieraient pas. Il n'y aura pas de négociation, la guerre va continuer et les Ukrainiens vont continuer malheureusement à tuer des Russes et à... S'il continue sur la tendance actuelle, à faire perdre l'armée russe sur le terrain. Donc la position de Poutine, quels que soient les résultats de son référendum, que à part peut-être quelques pays un peu particuliers reconnaîtront, personne ne le reconnaîtra, même l'ONU ne le reconnaît pas. On a une déclaration de Guterres très claire là-dessus. Vous vous souvenez, Claude Moniquet, qu'au début, avant même l'attaque du 24 février, Joe Biden avait dit, peut-être par distraction, que si Vladimir Poutine prenait les territoires de l'Est, le Donbass, on pourrait encore discuter. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une vision dès le départ qui était on va lui donner le Donbass, comme ça les choses se calment, les Ukrainiens vont avaler la pilule et la paix sera conclue sur cette base-là. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus la possibilité d'arriver à une négociation. Et c'est ça qui fait peur. Oui, mais ce qui s'est passé au début, effectivement, il y a eu une tendance qui était même presque officielle du côté ukrainien, qui était de dire ce qu'on veut, c'est que l'agression russe s'arrête, que les Russes se retirent sur les lignes d'avant le 24 février. Ce qui voulait dire effectivement qu'on ne discute pas pour le moment du Donbass, etc. Mais sous-entendu, il faudra bien en discuter un jour. C'était ça la base de négociation. C'est ça la base. Dont la Crimée, en tout cas. La Crimée était clairement exclue de... La Crimée a toujours été exclue du point de vue russe, a toujours été exclue, et du point de vue occidental, elle ne l'est pas, mais du point de vue russe, la Crimée a toujours été exclue de toute négociation. La position de l'Ukraine, fondamentalement sur les points de droit, ça a été que l'ensemble du territoire ukrainien, donc y compris la Crimée, devrait être libéré. Mais des négociations ont été possibles. Elles ne le sont plus. Elles ne le sont plus à cause des crimes de guerre russes, elles ne le sont plus à cause des bombardements sur les populations civiles, elles ne le sont plus parce que les Russes ont montré ce qu'ils entendaient par négociation, et ils le montrent à nouveau quand ils disent on peut parler de tout, sauf de ce qui vous intéresse. Peut-on imaginer que les États-Unis, au bout du compte, jouent avec le feu, se disant il faut tuer l'ours russe, et tant pis si au milieu il y a l'Europe? Mais ce ne sont pas les États-Unis qui jouent, ce sont les Ukrainiens qui se défendent qui défendent leur peau, qui se battent pour leur territoire. Ça, c'est certain. Et qui sont soutenus par les Américains et les Européens. Donc vous réfutez complètement... C'est donc aux Ukrainiens de décider. Vous réfutez complètement la thèse qui dit que tout a été fait pour que Vladimir Poutine se retrouve le dos au mur et n'ait aucune autre solution
d'attaquer les zones concernées aujourd'hui. Je ne vais même pas perdre de temps à réfuter ça. Ce que je vais dire va faire beaucoup de peine à certains de nos commentateurs qui sont manifestement alimentés par les fermes de bottes russes. Non, ça n'a jamais été le cas. Je veux dire, il n'y a jamais eu... il y a un intérêt qui est un intérêt européen. Parce que quoi qu'il arrive, les Américains, ils ne seront jamais occupés par les Russes. Nous, on est près de l'ours russe. On est à 1500 km des frontières, grosso modo. Enfin, des frontières de l'Ukraine, en tout cas. Donc, ça veut dire que si ça se tournait très mal, c'est notre continent, c'est l'Union européenne qui aura des problèmes avec les Russes. Donc, cette guerre, c'est une guerre ukrainienne, mais les intérêts de l'Europe sont les mêmes que les intérêts des Ukrainiens. Les Américains ont un jeu plus politique, effectivement, de balance de pouvoir, mais il se fait qu'ils sont dans le bon camp, qui est celui du droit international. D'accord, alors admettons donc que le droit international nous donne bonne conscience. Que dire en 2 mots des pipelines qui ont été explosés ça ne peut être que des sous-marins. Fondamentalement, personne n'a été plongé à ces distances-là pour exploser le... À 100 mètres aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent à des plongeurs d'intervenir. Quelle est votre idée ? C'est plus probablement effectivement des sous-marins. Il y a 2 thèses qui s'affrontent. Moi, j'y étais pas, c'est pas moi qui fait sauter les gazoducs, donc je n'ai qu'une analyse à offrir. Il y a 2 thèses qui s'affrontent. Soit les Russes disent que ce sont les Américains, et l'ensemble du monde, cela étant, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis et d'autres pays disent que ce sont manifestement les Russes. Dans quel but ? Alors, la thèse de ceux qui disent que ce sont les Américains, c'est pour affaiblir l'Europe, pour lui voler son industrie, etc. Bon, c'est un argument de guerre économique que je peux entendre, qui n'est pas idiot, n'est pas dépourvu de sens. Il faudrait quand même qu'on m'explique quel est l'intérêt des États-Unis à ruiner un continent qui reste, malgré tout, le premier marché solvable mondial et qui donc achète tout le temps des produits américains. Parce que le jour où on n'aura plus d'argent, les produits américains, on ne pourra plus les acheter, premièrement. Deuxièmement, au moment où les Américains nous demandent quand même un effort considérable sur l'Ukraine et sur d'autres thèmes, à nouveau, quel est leur intérêt à nous frapper sur ces gazoducs? Quel est l'intérêt russe, alors, nous faire peur? Montrer qu'ils peuvent... Je pense que... Alors, je ne dis pas que ce sont les Russes, je dis que je ne sais pas. Mais la thèse russe, qui me semble un peu plus crédible, mais mon opinion n'est pas encore faite, c'est que ces gazoducs, grosso modo, ne servaient plus à grand-chose. Il y a des moyens d'acheminer le gaz vers l'Allemagne, par exemple, par d'autres moyens. De toute façon... on est clairement dans une logique de rupture des livraisons de gaz russes. Donc, à terme, même à court terme, ces gazoducs n'ont plus d'utilité. Si un jour ils sont de nouveau nécessaires, c'est l'Europe qui les réparera à ses frais, puisque c'est elle qui en aura besoin. Par contre, les Russes pouvaient faire une démonstration subliminale, je dirais, qui était de dire voilà ce qu'on peut faire. Imaginez ce qui va se passer si on décide de le faire sur les câbles sous-marins, les câbles Internet, etc. Et ça aurait beaucoup plus d'importance pour nous aujourd'hui que ce qu'on a fait sur la gazoduc, parce que si les Russes faisaient sauter ou couper en plusieurs places les câbles qui relient les continents, les câbles Internet... Et qui représentent 90% de nos communications, semble-t-il. Non pas les satellites, mais tout est sous-marin. Nos communications et une très 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 grande partie du commerce mondial. Donc là, on serait quand même dans une position beaucoup plus... Donc on peut croire à cette thèse. Les Russes ont fait une démonstration, ils diront jamais que c'est eux, bien entendu, mais ceux qui doivent savoir savent. Et le sous-entendu, c'est là, on vous a montré ce qu'on savait faire. Maintenant, si vous nous ennuyez, ce seront les câbles. Parce que quand Poutine dit nous défendrons par tous les moyens toutes les armes, on pense toujours évidemment à l'arme nucléaire, puisqu'il avait mis dès le 27 février les forces nucléaires en alerte. Mais il y en a des plus vicieuses, mais tous les moyens, oui, dans une guerre hybride, tous les moyens, ça peut être ça. Et ça, c'est plus vicieux et ça peut être très, 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 évidemment, problématique de couper... Ce serait problématique pour tout le monde. Mais voilà. Alors, parlons justement d'une grande puissance qui n'aimerait pas que tout aille comme ça à volo, puisque la Chine n'a aucun intérêt à ce que le commerce mondial s'arrête. Cette escalade, justement, met en péril le business mondial. La Chine, en premier, va certainement craindre le pire. Que vont faire les Chinois? Ça va être très intéressant. On va voir d'abord quels sont les pays qui vont applaudir à l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie. Il n'y en aura pas beaucoup.
Il n'y en aura pas beaucoup. Même dans ceux qui disent qu'ils soutiennent la Russie aujourd'hui, on va peut-être avoir le Venezuela. La Corée du Nord, ça c'est probable, mais que pèse la Corée du Nord? Fondamentalement, tout le monde s'en fout de l'avis de Pyongyang. Il faut être clair. La Chine, c'est autre chose. La Chine a toujours été présentée par les Russes comme étant le pays qui les soutenait, avec lequel ils voulaient construire un grand front anti-occidental, anti-américain. Il se fait que les Chinois, pas plus tard qu'il y a quelques jours, disaient, ils ne parlaient pas des territoires, mais ils disaient, pour nous, le principe de l'autonomie des pays, de leur indépendance et l'indépendance nationale est important. Nous ne reconnaissons pas les faits de guerre sur eux. Donc, que va faire l'ONU quand la question de l'annexion sera discutée dans quelques jours au Conseil de sécurité? Je ne suis pas persuadé que les Chinois voteront contre la Russie. Mais ils peuvent s'abstenir. Et s'ils s'abstiennent et qu'ils laissent condamner la Russie, ce sera un signe évident et extrêmement important du fait que la Chine a lâché la Russie. Mais je ne pense pas que le fait de s'abstenir, cela veut dire... Ça veut dire, donc Conseil de sécurité, il y a plusieurs dizaines d'États membres. Il y en a 5, les 5 membres permanents, Russie, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, qui ont un droit de veto. Quand le Conseil se réunit et décide d'une sanction ou d'une condamnation, il faut un vote majoritaire. Mais si un des 5 membres permanents met son veto, dit non, on ne peut pas prendre la décision. Si il dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'abstient, la décision est prise. Donc la Chine pourrait très bien ne pas condamner la Russie, mais la laisser condamner par le Conseil de sécurité. Ça va être très intéressant. Mais ce serait très étonnant, rien n'est impossible, mais ce serait très étonnant que la Chine mette son veto et donc décide de soutenir la Russie sur l'annexion des territoires, parce que c'est totalement contraire à toute sa politique étrangère, à toute la philosophie de la politique étrangère chinoise. Eh bien, Claude Moniquet, tout cela, évidemment, est passionnant. Malheureusement, il y a des choses plus passionnantes dans la vie que craindre la fin du monde. Oui, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, et c'est justement là-dessus qu'on reviendra à la prochaine vidéo. Merci pour vos commentaires. Réellement, on adore ça, même si, évidemment, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais c'est un petit peu ça, la démocratie. À très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.